L'une des conséquences les plus tragiques de l'erreur médicale dont a été victime Guillaume Gaillard, c'est qu'il ne peut plus exercer son métier de conducteur de train, sa grande passion. Je suis arrivé à la conduite des trains, c'était une vocation. Et j'ai été nommé conducteur de train au minimum de l'âge que l'on peut avoir. À l'époque, c'était 21 ans. Voilà, pour mes 21 ans, j'étais conducteur de train. C'est la première fois que Guillaume revient dans sa gare. Tous les jours, il empruntait ce chemin pour rejoindre sa locomotive. Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence. C'est au-dessus de ses forces. Ça essouffle, ça fait souffrir, c'est vraiment une distance importante. C'est une distance que je faisais tous les jours pour venir travailler dans la gare de Rambouillet. Mais maintenant, ça devient vraiment quelque chose de compliqué. Il y a encore peu de temps, ce train qui arrive en gare, c'est Guillaume qui le conduisait. Que devient-on lorsque ceux qui doivent prendre soin de nous nous blessent ? Lorsque ceux qui doivent préserver notre vie la menacent ? Chaque jour, chaque année, des hommes et des femmes sont victimes d'erreurs médicales. Combien sont-ils ? Plusieurs centaines ? Plusieurs milliers ? Peut-être plus ? J'ai décidé de rencontrer deux d'entre eux, Eric et Guillaume. Deux hommes dont la vie a basculé uniquement parce qu'un jour, ils ont voulu guérir. Je suis Guillaume Gaillard, j'ai 44 ans et je suis la malheureuse victime d'une erreur médicale. Je m'appelle Eric Cano, j'ai 42 ans et je m'estime victime d'une erreur médicale. Chaque année en France, près de 13 millions de personnes sont hospitalisées. Si dans la très grande majorité des cas, les soins se déroulent sans souci, parfois la situation dérape et la vie des victimes bascule pour toujours. C'est le cas d'Eric et de Guillaume. Un hypermarché dans une zone commerciale. Parmi les nombreux clients, un homme se promène avec un mouchoir blanc sur le nez. C'est Eric Cano, un contrôleur des finances de 42 ans. Là, on est dans un rayon surgelé et l'air est très froid et très sec. Donc c'est très agressif pour moi et je supporte pas, quoi. Ça me met vraiment très mal. En plus, j'ai une sensation de vide et de froid dans les poumons. C'est très agressif pour moi. Donc, d'une manière générale, quand je passe dans les rayons frais, l'hiver, je mets l'écharpe. Mais là, au printemps ou à l'été, c'est soit un mouchoir, soit un masque. Et bon, on me regarde un peu bizarrement, mais bon, j'ai pas le choix. Les courses s'enchaînent dans des rayons interminablement longs. Pour Eric, c'est le moment le plus pénible. Au repos, il est en situation d'hyperventilation. Alors pousser un caddie rempli de courses tout en marchant sur des centaines de mètres, c'est un petit exploit. Je fais une pause là parce que j'ai le souffle coupé. Quand je fais une marche dans un magasin à plat en ville, moi ça me rappelle l'époque où j'étais valide, où je faisais des randonnées et que je montais des pentes comme ça au Mercantour, quoi. Alors que je fais que mes courses. Mon métier aujourd'hui, c'est d'essayer de vivre, voilà. Donc d'essayer de vivre, c'est de se lever, pour maintenir une présence, un semblant de vie, mais alors tout le reste, il faut me délester de tout le reste, parce que vivre de la manière la plus basique qui soit, c'est déjà c'est 90% de mon temps, quoi. Voilà. Pour Eric, tout a commencé avec une maladie très banale, il y a 7 ans. J'ai quelques épisodes, on va dire, dans l'année de sinusite et de rhinopharyngite qui m'embêtent, quoi. Voilà. Donc je vais consulter un ORL local. Cet ORL-là va m'aiguiller vers un de ses confrères ensuite pour faire une chirurgie. Je me dis que je suis entouré de gens compétents, qui savent ce qu'ils vont faire. Hein. Les médecins sont des savants. Donc non, je suis parfaitement confiant. Je me dis qu'il va me débarrasser de mon petit souci. Puis qu'après, la vie est belle, quoi.
Eric accepte de se faire opérer. Le médecin réalise alors une turbinectomie, c'est-à-dire une ablation des cornets nasaux dont la fonction est de filtrer et d'humidifier l'air. Il s'agit d'une opération courante, pratiquée près de 10 000 fois chaque année en France. Mais quelques semaines plus tard, Eric ne se sent toujours pas mieux. Au contraire. Même au fil des semaines ensuite, je ne sens pas d'amélioration, je refais même une sinusite derrière. Je vais revoir ce chirurgien pour lui dire « Monsieur, ça ne fonctionne pas, je vais de plus en plus mal ». Il me propose à ce moment-là de faire ce qu'on appelle une intervention sur un cornet moyen. Donc pour, soi-disant, me déboucher le nez. Eric se fait réopérer. Au final, le chirurgien lui enlève tous ses cornets. Donc suite à ces 2 premières chirurgies, mon état s'est progressivement mais inexorablement dégradé. Hein, donc c'est au niveau douleur, au niveau fatigue aussi. Face à ces 2 échecs, Eric décide de changer d'ORL. Il cherche désespérément une réponse à ses souffrances. Je finis par retourner en région parisienne, où je rencontre un chirurgien qui se propose de faire une intervention, cette fois-ci, sur les sinus, puisqu'il pense que mes infections répétées sont dues au manque de ventilation des sinus. Donc il me fait bonne impression, ce chirurgien-là, je dis ça y est, je suis enfin tombé sur la personne qu'il faut, je crois qu'il a compris mon problème, il me propose quelque chose. Cette opération est censée améliorer l'état du quadragénaire. Mais Eric va plonger un peu plus dans son mal-être. Et là, très vite, en quelques mois, mais j'ai dégringolé, le peu de force qui me restait se sont évanouis, quoi. J'étais vraiment à bout. C'était même plus une fatigue, j'étais dans un état d'épuisement avec des douleurs, mais vraiment intolérables, quoi. Alors qu'il devrait normalement être guéri, Eric se sent de plus en plus mal. Lorsqu'il consulte de nouveau, les spécialistes sont perplexes. On est incapable de mettre un mot ou des mots sur cette maladie-là. Voire pire, on me dit des fois j'ai rien, ou pourquoi pas sous l'aspect faiblesse que j'aurais une maladie un peu psychosomatique, qu'en gros il faut que j'oublie mon nez et voilà, que je pense à travailler, des choses comme ça. Voilà. Eric tente de suivre les conseils de ses médecins, mais au bout de quelques mois, il doit se rendre à l'évidence. Tant qu'on travaille, on est quelque chose. Quand on ne travaille plus, voilà, on sent bien qu'on ne fait plus partie de la société. Donc moi, quand j'ai été obligé d'abandonner le travail, ça a été vraiment en bout de course, et quand je n'en pouvais plus, d'épuisement et de douleur. Il faut savoir que les derniers mois, parce que j'ai pas manqué de courage, ça je peux vous l'assurer, les derniers mois, les collègues voyaient que ça allait pas, de toute façon il ne fallait pas être devin, me trouvaient à des bureaux vides pour essayer de me faire dormir, de me faire reposer un petit peu parce que je n'en pouvais plus, quoi. Donc dans ces moments-là, je me disais, mais je vais pas pouvoir faire ça pendant des années, quoi. C'est pas jouable. Voilà, et effectivement, un jour, voilà, j'ai vu mes meilleurs collègues. J'ai dit, écoute, voilà, je vais pas revenir. Je peux plus. Là, je suis au bout de ce que je pouvais faire, quoi. Et donc effectivement, je suis pas revenu. Donc là, je suis en arrêt depuis plus d'1 an. Si Eric ne comprend toujours pas l'origine de ses douleurs, il commence à suspecter un lien avec ses opérations chirurgicales. Mais s'agit-il vraiment d'une erreur médicale ? Danielle Bernard-Puech, vous êtes avocate et vous défendez notamment des victimes d'erreurs médicales. Dans quelles circonstances considère-t-on qu'on est victime d'une erreur médicale ? Alors, on peut considérer qu'on est victime d'une erreur médicale quand on sent qu'il y a un problème. Par exemple, quand on est rentré pour une infection bénigne dans une clinique et qu'on en ressort avec un préjudice beaucoup plus important, ou qu'on est rentré pour un préjudice important mais qu'on en ressort avec un préjudice aggravé. Serge Effès, vous êtes psychiatre. Sont-elles prises en compte, ces erreurs ? Les erreurs médicales, c'est un peu difficile de les prendre en compte. D'abord parce que la médecine n'est pas une science tout à fait exacte, qu'on peut admettre qu'un médecin, un chirurgien se trompe, qu'après on peut interpréter de 1000 façons une intervention qui s'est mal passée ou qui a mal tourné. Et puis il y a beaucoup de solidarité aussi dans le corps médical par rapport à ça. Et donc les victimes se sentent doublement victimes parce qu'elles ont l'impression, en plus, de ne pas être entendues, de ne pas être reconnues, de se heurter
à une espèce de plafond de verre où voilà, elles sont seules un peu contre le reste du monde. Il y a le corps médical qui en général serre un petit peu les coudes et eux qui se sentent tout à fait isolés et rejetés et incompris. Incompris, Éric Cano a la sensation de l'être. Le corps médical semble ignorer l'origine de ses symptômes alors qu'il continue à souffrir. Il n'a qu'une certitude, sa vie ne sera plus jamais la même. Rendu partiellement invalide, il va désormais devoir compter sur ses parents. Allez, tu te prépares? Tu viens? Allez, on y va, c'est parti. Comme tous les jours à 8h20, Guillaume Gaillard, conducteur de train, emmène son fils Mathis à l'école. Souvent, quand je rencontre des gens qui gèrent mon dossier, je leur dis ma vie est fichue. Ils disent mais non, c'est beau, la vie est belle, mais ils vivent pas ce que je vis. Tu me fais mon bisou? Allez, parti. Allez, fonce. Enfin, t'as le temps encore, il reste 1 minute ou 2. Hein. Tous les matins, c'est comme ça? Tous les matins. Je l'accompagne jusqu'au coin de la rue parce qu'il ne reste pas grand-chose. Hein. Il reste 70 mètres. Hein. Mais 70 mètres, c'est 70 mètres. C'est-à-dire? C'est des douleurs, c'est des difficultés. Et puis à la longue, ça devient compliqué. Ça fait vraiment... C'est pas agréable. Voilà, je surveille quand même s'il arrive. Voilà, ça s'ouvre. 150 mètres aller-retour. C'est la distance maximum que Guillaume peut dorénavant parcourir dans une journée. Tout ça à cause d'une erreur médicale survenue il y a 2 ans. Au cours d'un voyage en Italie pour les vacances, sur le bord d'une rivière, je me suis tordu la cheville. Ça m'a fait une bonne entorse. À mon retour en France, vu que j'avais énormément de douleurs, je suis allé voir mon médecin traitant. Il m'oriente directement à l'hôpital. On a découvert au final que, en plus de la double entorse que j'avais au pied, il y avait un petit arrachement osseux au niveau de la cheville. Le médecin généraliste dirige alors son patient vers un orthopédiste. À charge pour lui de définir les soins adaptés à l'arrachement osseux de Guillaume. Je rencontre un chirurgien qui prévoit rapidement une opération pour retirer ce petit bout d'os qui me crée des douleurs. À mon réveil, j'ai eu d'intenses douleurs dans le pied. Et quand le médecin est arrivé, je lui ai expliqué mon problème, comme quoi j'avais très très mal et que je ne ressentais plus la voûte plantaire. Il m'a chatouillé un peu le dessous du pied avec un stylo et en me disant que c'était certainement dû à l'œdème et que ça allait se dissiper. Sûr de lui, le chirurgien renvoie Guillaume à son domicile pour suivre sa convalescence. Donc je rentre à la maison, les douleurs c'est intenable. J'attends 1 journée, 2 jours, 3 jours. On a confiance dans la médecine. Donc je me dis ça va passer. Après quelques jours sans aucune amélioration, Guillaume, inquiet, consulte un neurologue pour effectuer un électromyogramme. Objectif, vérifier le bon fonctionnement des nerfs de son pied. Il contrôle muscle après muscle, la cuisse, le mollet, il descend petit à petit. Et au niveau de la cheville, il y a une perte totale de signal et il constate une lésion du nerf. Pour le spécialiste, le verdict est sans appel. La voûte plantaire de Guillaume ainsi que son gros orteil sont paralysés. Seule explication possible, le chirurgien a raté son opération et a coupé le nerf commandant les fonctions motrices du pied. Je considère qu'on n'est même plus dans l'erreur médicale, on est dans l'incompétence. Il ne savait pas faire, voilà, et il a fait quand même. Il n'aurait pas dû faire ça. C'est pire que l'erreur médicale, que là, il ne m'a pas loupé. Hein. Dans le rapport que Guillaume reçoit, l'expert affirme que le chirurgien a commis 3 fautes. Pour commencer, il a pratiqué une opération alors que du repos et des infiltrations auraient pu être suffisants. Ensuite, il a utilisé le mauvais outil. Enfin, il a opéré sans l'aide de caméras pourtant obligatoires pour intervenir dans une zone si petite et nervurée.
Quand on lit ce rapport, on peut être révolté. On peut être révolté parce qu'il est accablant pour le chirurgien. Pour Guillaume, c'est une nouvelle vie. Non seulement il ne peut plus marcher ni même rester debout longtemps, mais en plus il commence à ressentir des douleurs fantômes insupportables. Il y a le handicap, il y a la paralysie, il y a plein de choses, mais en plus de ça, mon principal problème, c'est les douleurs que génère la marche. C'est-à-dire qu'il y a des douleurs, sensations de brûlure, des sensations de décharge électrique, des sensations de picotement, des douleurs que je qualifierais de brutes. Bon, ça prend, ça fait mal. Dès que Guillaume utilise son pied, ses douleurs augmentent graduellement, à tel point qu'aucun traitement médicamenteux ne parvient à les rendre supportables. Le cheminot est alors contraint de rester cloîtré chez lui, tel un oiseau en cage. On est là, on attend, on aimerait faire, mais on ne peut pas faire. Et c'est vraiment, ouais, on a vraiment le sentiment d'être inutile, de servir à rien. Voilà. Cette inactivité, c'est ce qu'il y a vraiment de plus pesant. Ne rien faire. Ou alors, quand on fait, ça fait mal. Voilà. Alors, faut faire la part des choses, faire un petit peu, sans avoir trop mal. Condamné à souffrir à cause d'un acte chirurgical raté, Guillaume Gaillard n'a plus le choix. Il doit apprendre à vivre avec son handicap. Serge Effès, vous êtes psychiatre. Quelles sont les séquelles qu'on observe le plus souvent chez les victimes d'erreurs médicales ? L'erreur médicale, je crois que c'est sans doute celle qui crée justement le statut de victime peut-être le plus fort. Parce que ça fait vaciller toute la confiance qu'on peut avoir dans le monde autour de soi. Les gens qui ont fait le plus confiance en dehors de ses proches, c'est les médecins qui vous soignent et qui sont là pour vous faire du bien. Le mot d'ordre des médecins, c'est primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Or, justement, là, ils tombent dans quelque chose qui est tout à fait l'inverse de ce qu'on peut attendre d'un médecin. Donc, ce statut de victime, c'est pas comme être victime d'un chauffard ou d'un accident ou quelque chose comme ça. On est victime de quelqu'un en qui on a placé sa confiance. Donc on rentre sans doute beaucoup plus fortement dans ce statut de victime, dans ce statut d'injustice. Et donc il y a comme un basculement d'identité. Je suis devenu une victime et une victime de la médecine. Devenu victime depuis son opération des cornets, le quotidien d'Éric Cano est désormais rythmé par les soins. Comme je n'ai plus de muqueuse dans le nez et dans une grande partie des sinus, le travail, on va dire, d'humidification et d'épuration des saletés ne se fait plus. C'est-à-dire que tout stagne à l'intérieur du nez, de la gorge, des sinus, créant des infections. Pour prévenir ces infections, Éric n'a pas le choix. Il doit effectuer des lavements réguliers. C'est combien de fois par jour que tu fais ça ? Alors ça dépend des jours, mais c'est jamais moins de 5 fois. Et puis il y a des jours, ça peut être 10 ou 15 fois. Imaginez avoir une vie sociale, professionnelle avec ça, sans dire en plus, mais voilà, c'est pas glamour, quoi. Donc le rapport aux autres, vous voyez, au bureau, moi, quand j'y allais, j'avais toujours peur de me faire surprendre parce que voilà, je faisais ça dans le lavabo. Voilà, c'est... Ces soins semblent dérisoires face à l'ensemble des maux d'Éric. Perte du goût et de l'odorat, maux de tête intraitables, troubles neurologiques et cardiaques, hyperventilation, la liste est longue. Si l'enfer existe, ça peut ressembler à ça, quoi. Parce que c'est des douleurs permanentes. Moi, j'en suis à un point où, de toute façon, je vis soit reclus chez moi, ou soit chez mes parents. Alors là, j'ai 42 ans, c'est pas le projet de vie que j'avais fondé. Donc je ne suis plus dans votre vie, quoi. Moi, je suis dans une vie carrément à part, qui est faite de douleurs. Chaque matin, c'est une difficulté pour se dire, encore une journée, voilà, il faut essayer quand même de tenir. Michel et Jean-Claude sont les parents d'Éric. Plusieurs fois par semaine, ils viennent, comme aujourd'hui, s'occuper de leur fils. L'erreur médicale dont pense souffrir Éric a également bouleversé leur vie. Bon, tiens, salut. Ouais. Bon.
Depuis 2 ans, quand Eric ne vit pas chez eux, ils viennent s'occuper de lui et accomplir les tâches ménagères qu'il ne peut plus faire. Malgré ses 70 ans, Jean-Claude s'occupe du jardin. Pendant que Michel gère l'intendance, les tâches administratives, le lavage et le repassage. Moi, j'ai toujours fait confiance aux médecins, maintenant je ne leur fais plus confiance, même pour moi. Même pour moi, maintenant, je le dis carrément, je ne fais plus confiance aux médecins. Je ne peux pas. Il aurait eu un accident de voiture, par exemple, de sa faute, tout ça, bon, ça ne serait pas la même chose. Mais là, je me dis, on l'a esquinté. Et on a esquinté toute la famille. Toute la famille. Conscient du fardeau qui touche sa famille, cette situation d'assister est un crève-cœur pour Eric. Quand je les vois s'activer pour la maison, le ménage, enfin, toutes ces choses que je ne peux plus faire, ça me fait mal parce que ça me renvoie à ma propre impuissance et puis je me dis que c'est pas dans l'ordre des choses tout simplement, quoi. Je pouvais pas imaginer ça. Voilà. Je pensais que c'est moi qui aiderais mes parents et puis voilà, c'est l'inverse. La solidarité familiale permet pour l'instant à Eric de survivre. Mais une question inquiète ses parents. Comment fera Eric le jour où ils ne seront plus là pour l'aider ? Danielle Bernard-Puech, vous êtes avocate. Comment expliquer que les victimes d'erreurs médicales doivent faire appel à leurs parents pour les aider ? Alors, moi, ce qui m'étonne, c'est que dans l'un des témoignages, je n'ai pas vu que le jeune homme avait eu recours à la CRCI, c'est-à-dire que les CRCI sont des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation qui ont été créées par la loi du 4 mars 2002 et qui permettent gratuitement d'avoir une expertise. Donc, je dirais que le problème de toutes les victimes, c'est un manque d'information ou une désinformation. Et qui est capable de leur donner ces informations s'ils ne le savent pas ? Normalement, dans chaque département, il y a une maison départementale du handicap maintenant qui accorde notamment des allocations pour tierces personnes, c'est-à-dire que les parents qui l'aident peuvent être remplacés par quelqu'un que le jeune homme paierait, puisqu'il devrait obtenir une prestation de compensation du handicap. Pour Éric Cano, si la souffrance physique est difficile à supporter, le plus dur est de ne pas comprendre l'origine de ses problèmes. Pourtant, il va bientôt pouvoir mettre un nom sur sa maladie. L'une des conséquences les plus tragiques de l'erreur médicale dont a été victime Guillaume Gaillard, c'est qu'il ne peut plus exercer son métier de conducteur de train, sa grande passion. Je suis arrivé à la conduite des trains, c'était une vocation. Et j'ai été nommé conducteur de train au minimum de l'âge que l'on peut avoir. À l'époque, c'était 21 ans. Voilà, pour mes 21 ans, j'étais conducteur de train. C'est la première fois que Guillaume revient dans sa gare. Tous les jours, il empruntait ce chemin pour rejoindre sa locomotive. Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence. C'est au-dessus de ses forces. Ça essouffle, ça fait souffrir, c'est vraiment une distance importante. C'est une distance que je faisais tous les jours pour venir travailler dans la gare de Rambouillet. Mais maintenant, ça devient vraiment quelque chose de compliqué. Il y a encore peu de temps, ce train qui arrive en gare, c'est Guillaume qui le conduisait. On peut considérer ça comme une double peine. Voilà, on perd son travail, on perd un travail qui passionnait, qui était intéressant, qui était... Ouais, j'avais de l'avenir, je devais monter au TGV, voilà. Et puis on est blessé dans son corps et on est blessé parce qu'on ne peut plus faire son travail. Je pense que ça va être difficile de passer à autre chose. C'est une vie qui disparaît. Voilà. C'était plein de choses, des collègues, des rencontres. Et c'est vraiment une vie qui disparaît. Il y a une tradition à SNCF, c'est on fait le dernier train. Voilà, on sait qu'on va s'arrêter. C'est le dernier train, c'est une fête, c'est tout ce qu'on... Ben, je le ferai jamais. Il n'y a jamais eu lieu. Conséquence de sa perte d'activité, aujourd'hui la situation financière de Guillaume est de plus en plus délicate.
En arrêt maladie longue durée, il touche encore son salaire de 2 000 €. Cependant, depuis 2 ans, il a perdu l'intégralité des primes liées à son statut de conducteur de train. Voilà, perte de prime traction, 20 216 €, perte d'indemnité de nuit, 1 848 €, perte d'indemnité de dimanche et fête, 2 030 €, perte d'allocation de déplacement roulant, 8 209 €. Au final, l'erreur médicale dont il a été victime lui a déjà coûté 32 305 €. Mon épouse a dû travailler plus pour gagner plus. Voilà. Mais ça ne compense pas de toute façon les pertes qu'on a engendrées. Donc c'est un changement de vie. C'est-à-dire qu'on doit faire plus attention à toutes nos dépenses. On doit limiter des choses, les vacances, voilà, c'est obligatoire, sinon on n'en sort pas. La situation pourrait encore s'aggraver pour Guillaume. Allez, c'est parti. Si la SNCF ne parvient pas à lui trouver un poste, il sera licencié. Il ne touchera alors plus que son allocation handicapée de 759 € par mois. Et surtout, il sera isolé. La perte d'emploi est presque une double peine pour une personne victime d'erreur médicale, d'un point de vue financier mais aussi social. Elle le coupe du monde extérieur. Comment faire pour que les victimes d'erreur médicale ne se sentent pas seules au monde ? Sur le plan social, perdre son travail, c'est majeur, c'est une catastrophe sociale, familiale, conjugale. Donc c'est vrai qu'une indemnisation permet de passer le cap et de compenser un tout petit peu, si vous voulez, la perte du travail. Mais si le travail est devenu impossible, et qu'il y a une inaptitude et qu'il n'y a pas de possibilité de reclassement, c'est vrai que seules, si vous voulez, les indemnisations de perte de gain permettent à la victime de continuer à vivre à peu près correctement. Mais ce n'est pas toujours le cas, effectivement. À cause de l'erreur médicale dont il a été victime, Guillaume Gaillard a dû abandonner sa passion pour les trains. Ça, il ne l'accepte pas. Il a donc décidé de se battre pour obtenir réparation. Cela fait 6 ans qu'Éric Cano souffre sans connaître le mal qui le ronge. En 2011, un rendez-vous chez un ORL va tout changer. Le médecin évoque devant ses parents et lui un syndrome peu connu. Aussitôt rentrée, la mère d'Éric fait des recherches. Donc je vais voir ma mère chez mes parents un soir, suite à la dernière consultation, et elle me dit, tiens, j'ai cherché un petit peu sur Internet et j'ai vu un truc, ça s'appelle le syndrome du nez vide. Donc j'ai bien vu que les symptômes correspondaient pratiquement point par point, quoi. Et donc, quand j'ai commencé à voir les suites, soit des témoignages que je pouvais trouver sur Internet ou dans des comptes rendus de journées médicales, je me suis dit, mauvaise pioche, quoi. Éric découvre qu'il ne souffre d'aucune maladie rare ou inconnue. Ses problèmes, il les doit aux opérations chirurgicales qu'il a subies. Pire, dans un cas comme le sien où la totalité des cornées a été enlevée, une nécrose pourrait apparaître sur les muqueuses à vif. Donc avec tout ce que j'ai découvert, je suis conscient, hein, je suis très lucide, je sais maintenant qu'au bout d'une aggravation continue de la maladie, puisqu'il n'y a pas de raison que ça s'enraye, c'est des gros problèmes de santé, voire le décès sous une forme ou sous une autre. Face à une situation désespérée, où souffrance rime avec absence de traitement, Éric va alors peu à peu s'enfoncer dans une profonde dépression. J'ai fait des tentatives du suicide plusieurs fois. On est encore en 2002, en 2011. Parce que je souffrais de trop, moralement, physiquement, et puis que le monde médical me lâchait, quoi. Est-ce que le fait que l'erreur vienne d'un médecin fait qu'on ne peut plus faire confiance aux autres médecins ? Ah bah oui, totalement, évidemment. Une fois que la confiance est trahie, quand on découvre qu'un ami est menteur, après, voilà, tout sonne faux chez lui. Donc on ne peut plus faire confiance aux médecins. Mais ce qui est très fort chez ces victimes-là, c'est que comme
ils rentrent dans ce statut de victime, ils investissent leur corps à travers ça, et qu'au fond, ce qu'ils ont eu, le problème qu'ils ont eu à la jambe, le problème qu'ils ont eu au ventre ou à la tête, devient le centre de leur univers et de leurs préoccupations, ce qui rend après aussi les questions diagnostiques un peu plus compliquées, parce que c'est une véritable obnubilation sur une partie du corps. Alors les médecins après renvoient, ils ont vite fait de renvoyer l'ascenseur en disant mais ça n'a plus rien à voir avec de la médecine, c'est du psychosomatique, c'est du psychiatrique, c'est du psychologique. Et après, démêler ce qui relève effectivement des dégâts causés par la médecine et de ce surinvestissement comme ça du corps, c'est assez compliqué. Ce matin, l'avocate Bénédicte Papin se rend chez Éric Cano pour leur premier rendez-vous. Une avocate qui se déplace chez son client, c'est rare, mais dans le cas d'Éric, elle n'a pas le choix. Bonjour monsieur, comment allez-vous? On fait aller. Je suis ravi de vous faire connaissance enfin. Eh bien moi de même monsieur. Merci de vous être déplacé. Eh bien, je vous en prie. Ensemble, ils vont étudier son dossier et voir s'ils peuvent vraiment poursuivre ses médecins. Quand je vois ma vie maintenant et que je repense à toutes ces interventions et surtout à leurs conséquences, je me dis qu'il y a au moins beaucoup de légèreté et je peux que leur en vouloir parce que bon, si le geste était mauvais, bon voilà on va dire mauvais, je pourrais encore le comprendre si je recevais des excuses ou des explications ou si on prenait ensuite mes douleurs immenses en compte. Or, souvent, pas toujours, mais souvent, j'ai rencontré beaucoup de cynisme. Et ça, j'avoue que c'est très agaçant, je pèse mes mots, mais c'est même pire que ça, quoi. C'est révoltant, quoi. Purement révoltant. Au fur et à mesure de l'entretien, l'avocate est de plus en plus sceptique concernant les décisions prises par les médecins. Il faut opérer si une personne ne répond pas à un traitement médical qui aurait pu être prescrit pendant au moins 12 mois et si malgré ce traitement local bien conduit pendant 12 mois il n'y a pas de résultat, alors il est légitime de proposer une intervention chirurgicale. D'après ce que vous m'avez dit, vous avez eu des traitements qui apportaient des effets positifs. Donc était-il judicieux de proposer une intervention chirurgicale alors que vous aviez des traitements auxquels vous répondiez parfaitement et qui vous apportaient le soulagement escompté au cours des 4 crises maximum de sinusite que vous aviez par an, on peut se poser la question. Concernant les opérations chirurgicales qui ont abouti à réséquer, c'est-à-dire à supprimer l'intégralité des cornées d'Éric, son avis est on ne peut plus clair. La littérature médicale nous dit qu'il faut réséquer les cornées pour apporter un mieux-être au patient à hauteur de 50% maximum. Et que vois-je? Là, sur ce scanner, des vastes fosses nasales complètement inhabitées, complètement vides. On est loin des 50%. À aucun moment on lui a expliqué exactement le geste technique qui a été réalisé. On ne lui a pas dit à quoi servaient les cornées, à quoi servaient les sinus, et pourquoi est-ce qu'on allait les enlever, et à quelle hauteur on allait les enlever. La position de l'avocate est une bonne nouvelle pour Éric. Cela le conforte dans sa quête de vérité. Ce que je sais, c'est qu'avant ces chirurgies-là, voilà, j'allais très bien, j'avais une vie parfaitement équilibrée. Maintenant, voilà, j'ai plus de vie, donc il va falloir mettre des mots et des responsabilités là-dessus. Pour avoir une chance de faire reconnaître ses droits, Éric n'a plus qu'une solution. Il doit faire appel à des experts médicaux pour déterminer si une faute a réellement été commise par les chirurgiens. Daniel Bernard Puech, qui sont les experts médicaux mandatés dans ce genre de situation? Il y a 3 sortes d'experts. Les experts judiciaires, qui sont inscrits auprès des cours d'appel, qui sont nommés par les tribunaux, les soi-disant experts médecins de compagnie d'assurance, qui viendront de toute façon à l'expertise judiciaire, mais qui défendent la compagnie d'assurance, et les médecins conseils de victimes. Donc l'intérêt d'une victime, c'est d'avoir un expert judiciaire qui n'est pas affilié à une compagnie d'assurance et qui présente donc toutes les garanties d'objectivité, qui mènera son expertise en principe de façon totalement libre.
Alors, les experts des compagnies d'assurance qui sont quelque part jugés partis, ils n'ont aucun intérêt à ce que soit reconnue une erreur médicale. Bien sûr, c'est exactement le problème. Et le problème, en fin de compte, des victimes, c'est que dans les dossiers graves, elles sont très vite approchées par les compagnies d'assurance, qui se présentent comme des anges gardiens de la victime, ce qui n'est pas le cas, et qui, de ce fait, proposent leur médecin, leur propre médecin. Le problème que ne connaissent pas du tout les victimes, l'absence d'information, c'est de ne pas savoir que le médecin qui se présente pour la compagnie, bien évidemment, n'a pas la liberté à l'égard de la victime. Il est mandaté par la compagnie, payé par la compagnie. Depuis 2 ans, Guillaume Gaillard vit cloîtré chez lui, incapable de se déplacer. Pourtant, il y a un mois, une acquisition a priori anodine a changé sa vie. C'est une nouvelle voiture que j'ai dû m'offrir malheureusement, qui est adaptée à ma situation. C'est-à-dire que j'ai eu l'interdiction de conduire un véhicule standard et je dois obligatoirement maintenant avoir une voiture avec une boîte automatique. Mais pour être à nouveau mobile, Guillaume n'a bénéficié ni d'aide ni d'indemnité. Il a été obligé d'emprunter 28 000 €, un investissement qu'il ne regrette pas. Cette voiture, je l'ai attendue longtemps. Puis l'obtenir, c'est un peu une renaissance parce qu'on peut faire des choses. C'est-à-dire que quand quelqu'un il n'a pas de voiture, il a besoin d'aller chercher son pain, il va chercher son pain. Quand quelqu'un n'a pas de voiture et il ne peut pas marcher, il ne va pas chercher son pain et il reste chez lui. Donc maintenant, j'ai retrouvé une liberté, une petite liberté qui me permet de vivre tout simplement. Entre l'achat de cette voiture, la perte de 30 000 € de revenus en 2 ans et de graves lésions, les conséquences de l'erreur médicale dont est victime Guillaume Gaillard sont lourdes. Ça va me plaire, ça. Aujourd'hui, il a un rendez-vous important avec son avocat. Et comme toujours pour lui, ça commence par une épreuve. C'est pire que tout. Voilà. Ensemble, ils veulent faire reconnaître l'erreur du chirurgien et déterminer l'ampleur du préjudice de Guillaume. Non, maintenant, je pense que leur stratégie, ça va consister vraiment à négocier sur les sommes. À négocier, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas eu de proposition, mais ça va consister à contester chaque poste de préjudice et à essayer de minimiser le préjudice. Comme l'a découvert Guillaume, faire reconnaître ses droits face à une erreur médicale demande une grande détermination. C'est désespérant. On attend des mois. En ce moment, j'attends la notification de convocation pour l'expertise des préjudices définitifs. Ça fait 6 mois que j'attends et à chaque fois, on scrute la boîte aux lettres et on désespère qu'elle arrive un jour. On arrive à se demander s'il ne faut pas abandonner. Faire reconnaître l'erreur médicale, c'est un peu le parcours du combattant dans la mesure où c'est de toute façon un processus qui est long parce que il faut d'une part démontrer la faute, il faut démontrer le lien de causalité entre la faute et le préjudice et surtout il faut chiffrer le préjudice. Et dans ce type de dossier, une durée de 4 ou 5 ans, c'est à peu près la durée moyenne. Ouais. Non seulement Guillaume n'est pas prêt de toucher ses indemnités, mais surtout, officiellement, il n'est toujours pas victime d'erreur médicale. Serge Effès, on a l'impression qu'en dehors de leurs problèmes de santé, c'est le manque de reconnaissance de leur statut de victime qui blesse le plus les victimes d'erreurs médicales. Oui, parce que les victimes d'erreurs médicales, elles ne vont pas être reconnues comme un accident de la route ou comme un crime ou un meurtre ou quelque chose comme ça. Elles ont affaire à des médecins qui vont chercher eux aussi à défendre leur position et à défendre leurs propres intérêts. Il y a un corps médical qui parfois aussi fait bloc et fait front. C'est un langage qui est très compliqué, le langage de la médecine. Les médecins ne manquent pas justement de s'appuyer sur leur savoir et sur leur science pour prouver leur bonne foi à eux. Donc les victimes, ils ont non seulement affaire à
un univers qu'ils ne connaissent pas, un langage aussi qu'ils ne connaissent pas et qu'ils doivent apprendre. Et donc c'est très compliqué à décrypter, à trouver des terrains de dialogue autour de ça. En attendant un procès qui s'annonce long et fastidieux, Guillaume Gaillard va bientôt affronter un autre événement important. Un rendez-vous médical qui pourrait bien changer sa vie. Ça fait... Alors que les médecins lui assuraient que son état n'avait pas de cause médicale connue, Éric Cano a découvert qu'il était en fait atteint du syndrome du nez vide. Aujourd'hui, grâce à une association, Éric rompt son isolement. Toutes les personnes présentes autour de la table disent souffrir des effets secondaires de la turbinectomie. Une affirmation longtemps démentie par le corps médical. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus dans le déni. La seule chose, c'est qu'ils sont clairs, ils ne savent pas comment le soigner. Ils ne savent pas comment le soigner. L'association, dirigée par Nadine Boueda, se bat aujourd'hui pour faire cesser les turbinectomies, mais aussi faire changer le regard des médecins sur ces victimes. Le but de notre association, c'est surtout faire reconnaître ce syndrome, mais surtout, de grâce, un peu de considération. Arrêter de les traiter de fous, arrêter surtout de dire que c'est du domaine psychiatrique, parce que je suis désolée, mais quand j'ai mal à la jambe, je ne vais pas voir mon psychiatre, et on leur demande au moins un petit peu de considération, que je veux dire un minimum de respect pour les personnes atteintes du syndrome du nez vide. Ils ne sont pas fous. C'est une chose, ils sont malades, et à cause de qui, je pose la question. Pour Éric, ces réunions sont une note d'espoir dans sa lutte pour la reconnaissance de son statut de victime. Alors, le fait de réunir des gens en association, je me sens beaucoup moins seul. Un combat, bon, je sais qu'il sera long, mais comme on dit souvent, l'union fait la force, et je pense que on a besoin d'être entouré et de faire des choses ensemble. La reconnaissance de ce syndrome est primordiale pour Éric et les membres de l'association. Le problème, c'est qu'en l'état actuel de la science, il n'existe aucune opération capable d'inverser les effets d'une turbinectomie. Pire, ils ont régulièrement l'impression de ne pas être pris au sérieux. Souvent, les malades pensent qu'on ne les comprend pas, qu'on les prend pour des fous. Oui, vous savez, quand on dit « j'ai mal quelque part », on est obligé de vous croire. Si on vous dit « non, t'as pas mal », ça fait complètement vaciller sa propre raison. Le minimum de confiance qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est quand il vous parle de ses sensations et qu'on valide ces sensations-là. Or là, finalement, ce qu'il aurait renvoyé, c'est « non, c'est pas si important que ça, vous exagérez, c'est dans votre tête, c'est parce que vous êtes déprimé que vous augmentez cette douleur ». Et ça rend fou parce que ça veut dire qu'on ne valide pas ce qu'ils ressentent et ce qu'ils éprouvent dans leur corps. Et c'est ce sentiment-là qui est peut-être le plus douloureux chez eux, en dehors de la douleur corporelle et de l'impotence corporelle qu'ils ont, c'est qu'on ne les croit pas dans ce qu'ils expriment par rapport à leur corps. Handicapé depuis la section du nerf commandant les fonctions motrices de son pied droit, Guillaume Gaillard se rend aujourd'hui à l'hôpital Lariboisière à Paris. Il a un rendez-vous dans lequel il place beaucoup d'espoir. Au niveau de l'état de mon pied, au niveau du nerf, on ne peut plus rien faire. Donc on peut essayer, il y a peut-être un espoir pour voir s'il peut reconstruire le ou les tendons, pour espérer retrouver peut-être la motricité des doigts de pied et le déroulé du pied. Ça serait déjà un grand pas pour moi de retrouver cette mobilité du pied. Qu'est-ce qui vous embête alors? Racontez-moi. C'est ça. C'est le gros orteil? J'ai pas le... Voilà, quand j'essaye de plier... Le pied, vous arrivez à le relever fort? À le relever, j'y arrive. D'accord. Poussez-le par là. D'accord. Allez-y, poussez là. Je pousse pas. D'accord. Ce que Guillaume craint par-dessus tout, c'est que le médecin juge son pied trop abîmé pour être réopéré. Après consultation, le professeur Nizar n'est ni pour ni contre. Il veut d'abord que Guillaume passe une IRM pour déterminer la faisabilité de l'opération. Et on va voir où est-ce qu'il est sectionné. On va voir si c'est possible de le réparer. Et puis ensemble, on va essayer d'évaluer le rapport bénéfice-risque entre ce qu'on décide de faire. Pour le professeur Nizar, pas question d'opérer à n'importe quel prix. La section du nerf a créé une situation instable et potentiellement dangereuse pour Guillaume. Il a des douleurs d'origine neurologique
et le fait de le réopérer est susceptible de réenclencher un mécanisme douloureux. Donc il faut bien réfléchir aux bénéfices qu'on pourrait lui amener avant de prendre le risque de l'aggraver sur le plan des douleurs. Et donc tout ça, ça fait partie d'une discussion qu'on peut avoir avec lui. On va essayer de le faire pour le mieux, en sachant de toute façon, on ne sera jamais à la hauteur de ce qu'il pourrait attendre, malheureusement. Le chef de service ne refuse toutefois pas cette opération. Il fera le maximum. Pour Guillaume, c'est une nouvelle inespérée. Lorsqu'il le comprend, l'émotion prend le dessus. Il y a du positif, quoi. Ouais, je suis un peu... Ouais, c'est normal. Allez. Ouais. Oui. Sur le papier, les risques d'aggravation de ces douleurs sont importants. Pourtant, Guillaume n'hésite pas un instant. Il préfère se faire réopérer. Je suis prêt à tenter ça, quels que soient les risques, quelles que seront les angoisses, parce que les angoisses, elles seront de pire en pire au fur et à mesure qu'une date pourrait s'approcher. Mais c'est rien par rapport au handicap quotidien, aux souffrances quotidiennes, au fait de ne jamais pouvoir rien faire. Voilà, je suis un handicapé qui a l'espoir de ne plus l'être. Voilà. J'aimerais bien que tous les handicapés aient le même choix. Aujourd'hui, il ne reste plus à Guillaume qu'à attendre l'IRM. Si elle est positive, il pourra espérer remarcher plus facilement. Bonne journée.